deux problèmes qui doivent être approfondis. Et celui de notre histoire, surtout l'histoire ancienne, et celui du développement économique. Une anecdote, moi, personnellement, quand j'ai regagné le Frodina, à l'époque, toute la jeunesse intellectuelle africaine avait le schéma plus ou moins marxiste en tête, pensant qu'on détenait la vérité. Et là, j'ai eu deux chocs, même deux traumatismes. Je me suis rendu compte que l'analyse que nous faisions de la société et des problèmes, sur le plan économique, à savoir celui des modes de production, cher marxiste, et de la plus-value, donc féodalité contre masse populaire, et puis plus-value pour alimenter le capital, ça ne tient pas au temps. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de classe sociale, c'est les traditions, avant tout. Et donc, dans les luttes au sein des Frodina, on s'est heurté à ces problèmes et qui a débouché sur des carnages par la prédominance de ces idées-là, en fait, et par l'inadéquation du schéma d'analyse que nous avons voulu plaquer sur nos sociétés et aussi sur les motivations des combattants. Et beaucoup de problèmes et des conflits et des déchirements étaient liés à une interprétation particulière de l'histoire ancienne. Nous avons occupé tel terroir avant les Intel, les Intel étaient les sujets des Intel, les autres étaient les esclaves de Intel, la chefferie appartenait à Intel, mais l'autre qui l'avait. Donc ce sont ces problèmes-là qui provoquent plus de prise de position et de dégâts et de combats plus que les problèmes que, du point de vue de la vulgaire marxiste, nous pensions qu'ils devaient être sociaux, économiques, etc. Donc ça, c'est le premier traumatisme. Le deuxième traumatisme, c'est quand la période du Gound à laquelle a fait allusion le frère Balam, après donc, la guerre de 80, je me suis retrouvé au gouvernement en 1981, très jeune à l'époque, et à un certain moment donné, feu Michel Ngambé devait nous présenter le budget. Et à l'époque, le Gound, pas mal de gens, c'était des gens issus des maquis, non seulement qui n'avaient pas de culture administrative, mais qui n'avaient même pas travaillé comme fonctionnaire de l'État, seulement ils ont vécu à l'exil, dans les pays arabes, tout ça. Et beaucoup étaient arabophones. Donc je me suis rendu compte que la plupart des ministres, et surtout ceux issus des Frodina, ne savaient même pas ce que c'était un budget. Et en plus, moi, j'étais chargé de la traduction en arabe. Alors, aller traduire taux d'épargne par capitalisation en arabe, alors, donc je me suis rendu compte que, tout en prenant le pouvoir, nous n'avions aucun projet économique, même pas une culture de la gestion économique de l'État. Donc ces deux expériences personnelles m'ont amené à penser que dans le cadre d'une mobilisation citoyenne, pour reprendre l'intitulé de la conférence, il faut vraiment connaître une histoire commune, bien expliquée et bien assimilée, qui est partie d'une éducation nationale bien conçue, et que les gens qui prétendent au pouvoir, partis politiques et bien autres, que leur cadre est vraiment une culture économique, et ça, ce que j'ai fait, connaître des politiques de développement, et non pas un catalogue de mesures contre la corruption, construire des routes, je ne sais pas, multiplier l'exportation de coton par temps, etc. Mais vraiment une véritable culture de développement économique. Ça, c'est donc mon expérience personnelle qui m'a amené, comme je vous l'ai dit, et les départs que nous avons eu à me préoccuper, un, de l'histoire, et deux, des problèmes des politiques de développement qui ne sont pas à l'ordre du jour, pour moi, tout le monde maintenant. Alors, concernant l'histoire précoloniale, d'abord, on n'a pas beaucoup de matériaux. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de sources, il n'y a pas beaucoup d'éléments archéologiques. Vraiment, dans tous les livres, on retrouve les mêmes éléments. Et comme je vous dis, je n'ai pas la prétention de vous faire un tableau, mais quand même, même quand on n'est pas un spécialiste, quand on regarde l'histoire d'un pays, quand on compare, pour les autres, dans les autres pays qui nous ont devancés dans la construction de l'État-nation, en particulier en Asie et en Europe, le fait d'avoir une histoire commune et même des mythes historiques communs fait partie de la construction nationale. Ici, souvent, ce sont des choses enjolivées, etc. Robespierre, Danton, tout ça, là, c'était pire qu'Abré, c'est de Mengistu ou à la puissance 10. Mais du fait du rôle qu'ils ont joué et du fait du besoin de la population à avoir une histoire commune, avoir des mythes fondateurs,
bon, on en a fait des statues, etc. Et donc, quand on voit le cas du Tchad, on n'a pas de mythe fondateur historique, on n'a pas de personnage de référence, et les quelques éléments, soit les événements ou certains personnages qui peuvent être mentionnés, c'est sous le fait de polémiques. Par exemple, la question de l'esclavage, on ne peut pas la poser sans que ça pose des polémiques. La question des cas, les peu d'éléments que nous avons, nous sommes incapables de les aborder avec une certaine scientificité ou un certain détachement objectif, bon ou mauvais, que ce soit c'est notre règle commune et comment l'apprécier et le transmettre à nos enfants de façon qui renforce notre unité. La deuxième chose qui frappe, c'est que la carte du Tchad, des points de vue de l'histoire, comprend des blancs énormes. En fait, nous, quand on était jeunes, on reprochait à l'administration coloniale française que l'histoire du Tchad était réduite à l'histoire de la conquête française, de la conquête militaire. Nos troupes ont fait ça, et les chefs locaux sont cités uniquement, n'existent que de par leur contact avec les troupes françaises. Ceux qui ont résisté, c'était des mauvais, des esclavagistes. Ceux qui ont collaboré, c'était bon, des gens, des amis de la France, etc. Mais en tant que tel, ils n'avaient pas d'existence. Mais je me suis rendu compte que les reproches que nous faisions à la période de l'expansion coloniale, bon, on peut les faire à nous-mêmes dans la période précoloniale. En fait, l'histoire précoloniale, c'est qu'en fait du Tchad, ou c'est qu'il en existe, hein, les quelques traces qu'on peut trouver à travers les voyageurs arabes ou les bars et d'Artigal et compagnie, et puis, etc., bon, qui a été reprise plus ou moins en forme par les Zeltner et compagnie. En fait, c'est pas l'histoire du Tchad, c'est l'histoire des trois familles royales, le Baghilmi, le Wadaï, le Kanem, et leur guerre entre elles, en fait. Alors, le sud est complet, c'est un blanc total, il n'y a pas d'histoire. Et même au nord, vous avez des taches, là, au niveau du Kéla, au niveau de ça, vous avez des taches comme ça. Et donc, l'histoire précoloniale, c'est le roi de Kanem, bon, il a eu un problème avec le Bilala, il s'est réfugié au Kanem Bournou, le Wadaï a réglé le compte au Baghilmi parce qu'il a accusé les etc. Donc, même l'histoire du nord, ou des royaumes qui étaient au nord, si on voit, ce n'est pas l'histoire des peuples. On ne sait pas, ces gens, sous le Baghilmi, comment ils s'habillaient, comment ils vivaient, quelle musique ils écoutaient, quelles étaient leurs coutumes, comment ils faisaient le mariage, quel était leur lien avec les tribus voisines, tout ça on ne savait pas. C'est juste l'histoire. Donc, à part la lacune géographique, il y a cette lacune sociale aussi. Bon, cela s'explique dans la mesure où les premiers documents sur le Tchad ont été les faits de voyageurs arabes. Et la plupart n'ont même pas mis pied au Tchad. Bon, celui qui a été le plus près jusqu'au XVIIIe siècle, il n'est pas tout à et jusqu'au Mali. Donc il a fallu attendre El Tounsi en 1920 pour voir quelqu'un qui est venu jusqu'au Bournou, au Kanem. Sinon, les Ibn Khaldoun, les Makrizi, les Yacoub et tout cela, ils écrivaient depuis l'Égypte, et souvent en interviewant des pèlerins. Et là, évidemment, avec des déformations énormes, quoi. On parlait des peuples vraiment avec des habitudes bizarres, parfois même avec des formes physiques bizarres. Donc ça s'explique par le manque de matériaux écrits. Et les quelques traces écrites qu'il y a au niveau local, bon, sont très faibles. Donc, ce qui est mentionné, c'est Masfarta, dans les chroniques du Kanem Bournou, dont on n'a aucune trace. On sait qu'il a écrit, puis c'est tout. Et Ibn Furtou, au XVIIe siècle, qui a quand même laissé une chronique des différents rois de Kanem. Sinon, pratiquement plus rien. Alors que moi, je sais que, de par mon expérience personnelle, quand on était enfant, la plupart des chefs, donc, ils avaient dans leur malle la généalogie tout au long. Mais ils ne les donnent pas aux étudiants, aux chercheurs, parce que c'est entouré d'un certain terme sacré, souvent c'est gardé par les marabouts, etc. Sans compter que souvent, il faut dire qu'il y a des questions de sécurité aussi. Parce que souvent, les généalogies sont réécrites chaque fois qu'il y a changement de pouvoir. Et donc, on peut pas, si on le dit d'une certaine façon, ça risque de créer encore d'autres polémiques. Chaque fois qu'une famille prend le pouvoir et réécrit la généalogie à sa faveur et se rattache à des ancêtres mythiques. Et c'est assez frappant, par exemple, en Afrique sahélienne, toutes les tribus islamisées descendent d'un compagnon du prophète. Mais les autres arabes n'ont pas eu de descendants. Il n'y a que le compagnon du prophète qui est descendant. Donc il faut avoir une noble chose comme ça. Donc ça ne facilite pas. Et quand vous aussi discutez avec des gens que ça a été peut-être quelque chose d'un peu métaphorique, bon,
on peut provoquer la susceptibilité, donc il faut être très attention. On a le même problème en Arabie Saoudite. Les villes de Médine et de Haïbar, qui est l'actuel Riyad, étaient des villes pour 100% juives. Mais il n'y a pas de descendants de juifs en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas tous été exilés, un truc comme ça. Personne n'est descendant, mais c'est le clan de pénétrer et autres. Bon, ça, alors, ça aussi, c'est un obstacle. Et il y a d'autres obstacles idéologiques aussi, parce qu'on nous a dit à l'époque que les peuples qui n'ont pas de pouvoir centralisé n'ont pas d'histoire. Donc ce n'est pas la peine de chercher de l'histoire de, je ne sais pas, de l'Aka ou des Taï, puisqu'ils n'ont pas eu de royaume, donc ils n'ont pas d'histoire. Alors, donc il faut pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un pouvoir politique centralisé. Bon, ça c'était valable à une certaine époque, jusqu'au XIXe siècle, alors qu'en France, ici, entre-temps, il y a eu le Code des Annales sur le plan historique, qui a montré que l'histoire, ce n'est pas l'histoire des batailles, ni l'histoire du roi, des conquêtes, mais c'est l'histoire des habitudes alimentaires, de l'histoire de l'occupation du terrain par les populations, de l'histoire des cérémoniaux, des métissages, l'histoire des techniques culturelles. Et dans ce cas, on ne peut pas trouver des peuples qui n'ont pas une certaine façon, qui n'ont pas investi son territoire d'une certaine façon au cours de l'histoire, qui n'ont pas eu un certain rapport avec les peuples voisins, qui n'ont pas une certaine technique de culture ou de chasse ou d'initiation, etc. Il n'y a pas. Donc tous les peuples ont une histoire. Mais cette façon de dire que seules les sociétés qui ont des pouvoirs pour centraliser ont des faire. Donc aussi, ça n'a pas amené les chercheurs et les étudiants à essayer d'avoir une vision plus générale. Voilà, ok, merci. Bon, moi je pense que d'abord le problème est politique. Il faut que, au niveau du Tchad, de notre pays africain, qu'on sache que à l'étape historique actuelle, notre société a besoin de quoi. Et là, je pense qu'il n'est pas très difficile d'arriver à la conclusion que, avant de parler d'unité africaine ou des États-Unis d'Afrique, ou bien de la Oumma islamique, ou bien de la fraternité des églises de réveil, qui sont des choses légitimes, mais que dans l'étape actuelle, notre problème principal, c'est la construction d'abord de l'État-nation. Et là, nous avons le hiatus, l'absence d'un secteur productif. Nous continuons à vivre sous une économie de traite, l'économie coloniale, bien que la colonisation n'est plus là. Les colons nous ont formé des administrateurs, des commerçants, mais pas des entrepreneurs. Et après l'indépendance, nous avons continué dans le même sens. L'absence de création d'un secteur entrepreneurial productif dans notre pays. On ne peut pas construire un État avec des commerçants et des fonctionnaires, et des militaires, sans compter des milices. De ça, donc là, l'unité nationale, non pas en tant que slogan, pour que tout le monde soit dans les partis du président, ou bien pour dire que les tribunaux n'existaient pas, mais en tant qu'un soubassement, un lien citoyen entre la population pour assurer cet État, devient absolument nécessaire. Donc, la nécessité d'avoir une histoire commune, et je pense qu'on peut combler les lacunes. De ce point de vue, l'exemple à suivre, c'est celui de Cheikh Anta Diop. Avec rien, il a pu reconstituer quand même des choses qui ont bouleversé, je dirais, pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire universelle. En comparant simplement, par exemple, les tresses des femmes entre le Rwanda, l'Égypte ancienne et ceux du Sénégal, il a pu faire des filiations. En prenant des phénomènes linguistiques, en prenant seulement des parentés linguistiques et des variations géographiques, il a pu reconstituer le mouvement des populations. On a quand même, et puis le côté archéologique. Bon, le bœuf, c'est grâce au bœuf en 1960 qu'on a su qu'il y avait des éléments quand même assez importants archéologiques laissés par les Sao. Quoi, comme sur le plan archéologique, on peut aller plus loin. Mais déjà, au point de vue des sciences humaines, en utilisant la linguistique, les traditions, les cultures, le type de musique, les interdits, les initiations, etc., les tam-tams, on peut reconstituer, parce que l'histoire de l'Afrique, c'est surtout l'histoire des mouvements des populations. Je crois qu'on peut le faire, hein. Il suffit de une volonté, des moyens, une volonté non seulement politique, mais au niveau aussi des chercheurs, parce que moi je reproche souvent à mes jeunes frères étudiants et thésards qu'ils se contentent de faire de la compilation, hein, au lieu d'essayer vraiment de faire de la nouveauté en essayant d'extraire des éléments inertes et de les rendre vivants, et souvent dans des domaines qui sont même inattendus. Bon, je ne vais pas déborder, je vous remercie.